Ben, merci de m'avoir invité, premièrement. Ensuite, c'est vrai que je suis une passionnée d'histoire hein, et surtout d'égyptologie parce que je pars du principe que ce sont les grandes civilisations anciennes qui nous ont appris la plupart des choses que nous avons aujourd'hui et que c'est pour ça que j'adore aussi les nouvelles technologies parce que je me dis que c'est les nouvelles technologies pratiquement une des rares choses qu'ils n'ont pas inventées. Mais si on remonte, effectivement, il y a 5000 ans, 10 000 ans, il y a beaucoup de choses qu'on redécouvre aujourd'hui. D'accord ? Donc là, on va parler plutôt RGPD, cybersécurité. Et c'est comment le RGPD est un instrument essentiel de la cybersécurité. Donc actuellement, nous vivons une situation de conflit depuis le 24 février avec l'invasion, mot interdit en Russie, l'invasion de la Russie en Ukraine. Et les cyberattaques se sont énormément accrues. Elles sont énormément augmentées. Pourquoi ? Parce que les cyberattaques sont des armes de guerre. Et il y a un impact énorme lorsqu'il y a une guerre actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand un gouvernement fait une attaque cyber, à ce moment-là, ce qu'ils sont en train de faire surtout, c'est d'essayer d'infiltrer les systèmes gouvernementaux, d'infiltrer les systèmes des entreprises, mais d'infiltrer aussi les réseaux sociaux des particuliers. Parce qu'en infiltrant de cette manière par des moyens de phishing, par des moyens d'hameçonnage, comme vous parlez tout à l'heure, à ce moment-là, on va avoir des informations qui peuvent devenir stratégiques pour créer vraiment une stratégie de guerre. D'accord ? Donc, c'est une des raisons pour lesquelles c'est quand même important de voir ça. Ensuite, effectivement, le 24 février 2022, donc le jour du lancement de la guerre, le jour de l'invasion de la Russie en Ukraine, le réseau satellitaire états-unien Viasat est tombé. Il a subi une cyberattaque énorme, en sachant que Viasat, ils sont au-dessus de l'Europe, mais ils sont aussi en Amérique latine, ils sont aussi aux États-Unis. C'est un réseau mondial, un réseau de télécommunications Internet mondial. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avons tous été victimes pendant quelques heures, parfois une journée, 2 journées. On n'avait plus de réseau portable, on avait des problèmes de connexion Internet. C'est à cause de ça. D'accord ? Donc, effectivement, c'est l'importance de cyberattaques. Et parfois, les attaques, elles vont aussi cibler directement la France. Entre les 2 tours des élections présidentielles, le site d'Internet de En Marche a été attaqué. Et c'était effectivement des pirates qui ont créé des milliers d'ordinateurs virtuels, qui ont inondé les connexions et qui ont cassé effectivement le réseau, le serveur. Ultime provocation, le mot traître est même apposé sur une photo d'Emmanuel Macron. Ça venait effectivement de gouvernement russe. Actuellement, on voit aussi que les cyberattaques entre la Russie et le reste du monde ont commencé bien avant. C'est-à-dire qu'on a vu d'abord que c'était l'année dernière, mais il y a ici le 14 février pour préparer les attaques du 24, le 17, etc., etc. Il y a une continuité qui se fait dans les cyberattaques. Et lorsqu'on voit aussi au niveau de l'industrie, les attaques qui ont été faites, c'est 19%, numéro 1, première place, les sites gouvernementaux. Infiltration, espionnage, stratégie. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est IT, logique, et énergie, médias. On n'en a pas beaucoup parlé en France, mais il y a beaucoup de médias qui ont eu des ransomware pendant la première semaine après le lancement de la guerre. Donc, ce sont des choses, effectivement, qui aujourd'hui nous parlent parce que nous les voyons tous les jours. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a une cyberguerre qui s'est créée très rapidement entre 2 grandes puissances de tout ce qui est IT, de tout ce qui est cybersécurité, puisqu'on sait très bien que d'un côté, les Russes, ils sont très forts dans tout ce qui est système d'information, dans tout ce qui est cyber, mais les Ukrainiens aussi. Donc, ce qui fait que parallèlement aux missiles, parallèlement à tout ce qui était envoyé, il y avait aussi une cyberguerre qui avait commencé. Donc, maintenant, je vous ai donné seulement la place de la France dans tout ce qui est effectivement la cybersécurité et les attaques qu'on peut avoir. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est la cybersécurité ?
Je pense que vous le savez tous, on sait tous que ce sont les actions nécessaires pour protéger les réseaux, pour protéger les systèmes. Je vous ai mis là effectivement, les deux définitions principales. Une qui est celle donnée par l'ENISA. Donc l'ENISA, c'est au niveau européen le groupement de toutes les ANSI, en fait, de toutes les agences nationales de sécurité des services d'information. Et c'est aussi la recherche de sécuriser, en fait, les systèmes, mais aussi les serveurs, mais aussi les données. Depuis ce matin, depuis 9h30 du matin, j'écoute parler de la data. La data marketing, la data client, la data, elle est partout. D'ailleurs, Viviane Reding avait dit, quand elle avait été invitée à Davos, que la donnée personnelle est le nouvel or noir de l'économie. Et moi, je dirais que c'est même plus que le nouvel or noir. Pourquoi? Parce qu'un jour, on n'aura plus de pétrole. L'or noir va être terminé. Par contre, la donnée personnelle, qui est vraiment le noyau de l'économie actuellement, elle va vivre jusqu'au jour où il n'y aura plus d'hommes du tout sur Terre. Parce que c'est nous qui faisons les données personnelles, nous qui construisons les données personnelles. Donc, là, je vous parlais des cyberattaques qui ont eu lieu en France depuis janvier jusqu'à avril 2022. Donc, ce sont sur les 4 premiers mois de l'année. Que nous dit le responsable, l'expert de la plateforme cybermalveillance.gouv.fr? Le phishing, le hameçonnage en français, continue d'être la mère des cyberattaques. Pourquoi? C'est tout simple. Il y a le phishing par mail que nous connaissons tous, mais dans lequel, effectivement, par manque d'attention, parce qu'on ne connaît pas nécessairement les enjeux de la sécurité, parce que quand on va ouvrir une pièce jointe, on ne fait pas attention à l'adresse exacte de la personne qui envoie la pièce jointe. On ne va pas faire attention au nom de domaine qu'il y a. On ne va pas faire attention à ce qu'il y a peut-être un L à la place d'un T. Et on va se dire, ah mince, on m'envoie une facture, mais j'attendais cette facture. Et la personne va cliquer sur la pièce jointe, et ça va être un phishing qui va faire que la personne, on va donner accès au réseau de l'entreprise, elle va donner accès au système de l'entreprise, et derrière, on peut avoir des virus, on peut avoir ce qui existe aujourd'hui le plus, c'est le ransomware. D'ailleurs, l'ANSSI disait il y a déjà 3-4 ans qu'il y a un nouveau service qui existe qui s'appelle Ransomware as a Service. On a parlé de solutions SaaS, c'est Software as a Service. Moi, je parle de DPO as a Service. Mais sachez qu'aujourd'hui, il y a quelque chose où les gens gagnent énormément d'argent. C'est le Ransomware as a Service. D'accord? Donc, il y a aussi les piratages de boîtes mail, plus 139% en 2021. Quand on a ce type d'attaque, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'usurpation d'identité, la fraude à la carte bancaire, des faux crédits de la consommation. Là, on est en train de voir effectivement les conséquences que ça peut avoir du point de vue personnel pour chacun d'entre nous. Mais au niveau des entreprises, comment ça peut se passer? En France, dans le monde et au sein de l'Union européenne, c'est le ransomware qui est le roi vraiment des cyberattaques contre les entreprises et contre les administrations. Si on regarde ces deux camemberts, le ransomware dans le monde, c'est quand même dommage, si j'ose dire, que la France arrive juste après, ex aequo avec l'Italie, en 4e position dans le monde. C'est le 4e pays le plus attaqué au monde. Le premier pays, sont les États-Unis. Si on le voit au niveau, depuis janvier jusqu'à avril, si on voit au niveau de l'Union européenne, là, c'est terrible, parce que la France, elle n'est plus en 5e position, mais elle est en 3e position. La France, elle est à 17% de ransomware en 4 mois au niveau des entreprises. Alors que l'Italie, elle est à 20, l'Allemagne, elle est à 24. Le seul pays où ça a baissé, c'est l'Espagne. Si on regarde ensuite au niveau du type d'entreprise dans lequel on a ce problème, le ransomware,
des catégories d'entreprises en France. Parce que là, nous sommes sur des entreprises françaises, donc c'est en France. Entre janvier et avril, 45% des PME ont eu une cyberattaque par ransomware. D'accord? 45%, c'est énorme. On est presque à la moitié des PME françaises qui ont subi une attaque par ransomware. Ensuite, on a le ZTI, les GIE, les TPE, 12%. Si on fait TPE, PME, on dépasse les 50%. Et 9% pour tout ce qui est service public. Alors, le service public, ce n'est pas que l'administration. Les services publics, ce sont aussi les hôpitaux. Depuis la pandémie, depuis le début de la Covid-19, il faut savoir qu'on a toujours considéré que la donnée de santé est vraiment essentielle, que c'est vraiment de l'or, c'est même du titanium, je dirais, c'est du platinum, la donnée de santé. Sauf que depuis la Covid-19, il y a eu énormément d'hôpitaux en Europe qui ont été attaqués. Pourquoi? Parce que autant les PME, autant les GIE, autant les entreprises, elles font des efforts pour trouver les moyens, pour trouver les ressources et mettre en place des formations, mettre en place des mesures de sécurité techniques, organisationnelles ou autres, autant le service public travaille avec des systèmes vieux de 25-30 ans. Donc là, je vous ai mis seulement l'évolution qu'il y a eu des notifications qui ont été faites à la CNIL. Pourquoi? Parce que tout le monde ne va pas notifier les violations de données à la CNIL. Et on voit seulement que ce sont au niveau de tout ce qui est activité spécialisée, donc le ZESN, tout ce qui va être du domaine de l'IT et de la santé, où il y a eu le plus de notifications. Au niveau des entreprises, des données qui sont volées dans les entreprises et qui sont vendues dans le dark web, on va avoir surtout tout ce qui est données, les données personnelles des salariés à 75%. Les données personnelles des salariés, c'est de l'or pur. C'est tout ce qui va permettre par la suite de faire de l'usurpation d'identité. On a le numéro de sécurité sociale, on a les numéros de carte d'identité, on a absolument tout. C'est 75%. Les données commerciales, les données financières, tout ce qui est documents de sécurité, les plans de sécurité des entreprises, les données personnelles des clients, donc tout ce qui va être en lieu avec le CRM, les données fournisseurs, ça va donner surtout lieu à de la fraude. Quand il y a un fournisseur qui va avoir, par exemple, un ransomware et il va, par rebond, il y aura 150 autres entreprises, mais aussi quand il y a les données des fournisseurs qui sont volées, à ce moment-là, il y a beaucoup d'entreprises qui vont recevoir des faux RIB, des mails avec d'autres RIB, en disant « nous vous communiquons le nouveau RIB pour vos virements ». Et donc, à ce moment-là, il y a un détournement de fonds qui se fait. Donc, l'impact pour la vie aussi des privés, des personnes, parce que là, on parle au niveau des entreprises, mais au niveau des personnes, c'est l'usurpation d'identité, la fraude bancaire, l'extorsion, le détournement de fonds, l'augmentation des prix des assurances, puisque si une personne retrouve dans le web ses données de santé et qu'elle est en train de demander un prêt pour s'acheter un nouvel appartement, c'est sûr que sa banque va lui demander une assurance à un prix exponentiel. Le surendettement, bien sûr, l'atteinte à l'image par maladie, ou l'atteinte à l'image aussi, de manière générale, les réputations, la criminalité sous fausse identité. Donc là, effectivement, ce sont les conséquences pour les entreprises. J'en viens d'en parler, je ne reviendrai pas. Et là, c'est vraiment le topo de la cybersécurité. En quoi le RGPD peut aider la cybersécurité? Puisque quand on parle de RGPD, très souvent, on va se dire « Ah oui, le RGPD, c'est cette réglementation qui ne me permet pas d'exploiter mes données comme je veux, etc. etc. » Je dirais non, c'est faux. Le RGPD, il vous donne un cadre. Il vous dit comment faire les choses. La seule chose, effectivement, c'est qu'au niveau de la sécurité, quand on prend le RGPD, 3/4 de la réglementation vous parle de sécurité. Vous parle de comment protéger les données, de comment pouvoir exploiter les données de votre CRM, de votre nouveau client, de chercher vos prospects de manière vraiment optimale. Et à ce moment-là, de pouvoir les exploiter. Donc, la sécurité des données constitue l'un des enjeux essentiels de la protection des données selon l'ANSSI. Marie-Laure Denis disait il n'y a pas longtemps, la présidente de la CNIL,
que le RGPD est le seul texte à imposer des règles de sécurité, et c'est vrai. Et donc, aujourd'hui, parmi toutes les sanctions de la CNIL, plus de 40% des sanctions sont fondées sur des problèmes de sécurité. Une sanction administrative, c'est 20 millions d'euros, 4% du chiffre d'affaires, sans oublier aussi qu'il y a la partie pénale et que la personne peut faire de la prison. Donc, quels sont les manquements qui ont été le plus trouvés par la CNIL? C'est des données librement accessibles par modification d'URL, une politique de mot de passe non conforme. Il y a encore beaucoup de sites ou des entreprises dans lesquelles on va trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comme mot de passe. C'est quand même le mot de passe qui est utilisé par 80% de Français. Et ce qui est encore pire, c'est que d'après les dernières études, même quand la personne a été hackée, que ces données ont été retrouvées dans le dark web, et qu'on lui demande de remettre son mot de passe, elle va seulement mettre un chiffre supplémentaire à l'ancien mot de passe. Donc, ce qui fait que c'est incroyable. Donc, et aussi l'absence de verrouillage automatique des sessions de travail, la transmission de mots de passe en clair dans les mails. On voit encore beaucoup de gens, quand ils vont s'inscrire quelque part, ils mettent un mot de passe et on leur envoie pour la validation de leur compte l'adresse mail et le mot de passe en clair. Donc, ce sont des choses qui, de manière générale, ce qui est fait, au fait, c'est que les bases de la sécurité ne sont pas respectées. Alors, comment est-ce que la mise en conformité du RGPD peut vous aider peut être au service de la cybersécurité? D'abord, on a parlé beaucoup de cartographie aussi ce matin, et cet après-midi, j'ai entendu beaucoup de cartographier les données. Effectivement, on va commencer par cartographier les données, par cartographier les flux, les transferts des données, connaître la circulation de données. Pourquoi? Parce que le but du RGPD, c'est de permettre la libre circulation des données de manière sécurisée. Donc, c'est effectivement tout ce qui est l'audit. C'est toutes les étapes d'un audit, de diagnostic au niveau d'une entreprise. Et quand je parle des données, je ne parle pas que des données personnelles, mais aussi par expérience, parce que j'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans tout ce qui est création d'outils et partage de données avec l'extérieur dans les entreprises. Ce sont les données de propriété intellectuelle, les données de propriété industrielle, les données financières. Tout ça doit être vraiment sécurisé. Et c'est là que le RGPD, la mise en conformité RGPD, peut vous aider. La pandémie a eu un effet bénéfique, surtout au niveau des nouveaux sites Internet. Les petits commerçants, ils ont tous commencé à parler de créer leur nouveau site Internet. Le gouvernement a donné des aides aussi à la création des sites. Mais qui dit transformation digitale dit derrière transformation juridique. Et quand on parle de transformation juridique, ce n'est pas, une fois de plus, il ne faut pas se dire « je vais être bloqué ». C'est plutôt se dire « c'est un atout économique, c'est un atout commercial ». Parce que autant vous, comme client, que moi ou comme entrepreneur, c'est clair que nous allons aller travailler avec le partenaire qui va sécuriser nos données, et non pas avec celui qui va les vendre, avec celui on va le retrouver le lendemain sur le web. Et de la même manière, nous allons aller acheter dans le site qui va sécuriser et protéger nos données. Donc, ce qui fait que c'est la sécurité, elle est au service des entreprises, des personnes qui sont les premières victimes derrière. Donc, c'est là-dessus, effectivement, que c'est un atout commercial. C'est un gage de confiance pour garder vos clients actuels, mais aussi pour attirer vos nouveaux clients. C'est un levier commercial, ça crée de la valeur, c'est une opportunité de business, et ça vous permet, ce qui n'est pas rien non plus, d'éviter des sanctions qui peuvent être très lourdes. Parce qu'en plus, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la France, elle a mis très longtemps à mettre en place des sanctions, contrairement à l'Espagne, contrairement au Royaume-Uni, où les sanctions étaient très élevées depuis très longtemps, et ils n'ont pas entendu le RGPD pour ça. Pourquoi? Parce qu'en France, la France est un pays d'image. Je disais ce matin, c'est le pays du luxe, c'est le pays du gourmet, c'est le pays, effectivement, quand on parle de la France à l'étranger, c'est l'image de la culture française. Donc, on a joué sur l'image. Et la CNIL fait toujours partie du principe qu'en mettant une mise en demeure publique qui apparaît dans tous les journaux de France et de Navarre, et on sait que telle entreprise a 3 mois pour se mettre en conformité parce que là, elle a eu tel problème de mesure de sécurité, parce que là, on a retrouvé les données de ses clients et tout. Le lendemain, c'est sûr que les personnes elles vont commencer à perdre des clients.
J'avais entendu une petite entreprise à qui la CNIL a mis en demeure au tout début dans tout ce qui était applicatif. Ils étaient en train de lever des fonds pour 1 million d'euros. C'est simple, la mise en demeure est parue. Au revoir, levée de fonds. Donc, c'est aussi tout ça qui est derrière. Donc, comment est-ce que nous, chez Smart Privacy Consulting, on peut vous aider? Alors, Smart Privacy Consulting, déjà, à la base, pourquoi j'ai créé Smart Privacy Consulting? Pourquoi Smart? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai 25 ans de carrière derrière en tant que salarié dans multiples secteurs, que ce soit la finance, assurance, laboratoire, distribution sélective, luxe, FUSAC, etc., au niveau international. Et pour tout ça, j'ai toujours été à l'écoute du client, en écoutant ses besoins. Et ses besoins pour pouvoir partager des données personnelles, mais des données d'entreprise, de manière sécurisée avec l'extérieur. Et donc, ce qui fait que c'est ça, ma passion pour tout ce qui est nouvelles technologies, plus ça, qui ont fait que je passe la partie légale. Et je me suis dit, ce n'est pas en allant voir quelqu'un et lui disant, écoutez, tout ce on va recommencer de zéro pour que vous soyez conforme, non. On ne va pas recommencer de zéro. Nous, on n'est pas là pour faire un tremblement de terre demain. On est là seulement pour déjà écouter le client, savoir ce qu'il fait, comment il le fait, comment il travaille, comprendre ses process et ensuite adapter les process pour qu'ils deviennent conformes, pour que le client n'ait pas de sanctions et pour qu'on lui permette de connaître effectivement son patrimoine informationnel, qu'on lui permette de connaître ses données, les types de données. Ce matin, toutes les personnes qui ont parlé de CRM jusqu'à maintenant ont parlé de qualité de données. Effectivement, ça ne sert à rien d'avoir des données vieilles de 20 ans, elles ne servent à rien. Ce dont on a besoin dans une entreprise, ce sont des données de qualité actualisées. Donc, à ce moment-là, c'est effectivement avec cette mise en conformité qu'on peut arriver à avoir ces données de qualité. Et c'est là où je me suis dit, OK, c'est smart, parce que c'est pragmatique. Je suis quelqu'un de très pragmatique, donc c'est travaillons de manière pragmatique et ensuite mettons les gens autour de la table, que tout le monde puisse travailler, que tout le monde puisse comprendre. Et ce n'est pas en parlant avec des mots techniques, ce n'est pas en parlant avec des mots légaux qu'on va arriver à expliquer quelque chose, mais c'est en parlant, quand je fais des formations pour le digital, en parlant le langage digital et comment le RGPD les aide dans le digital. Quand je le fais pour le marketing direct, je le fais avec leur langage. Si je m'adresse à des juristes ou à des informaticiens, je m'adresserai d'une autre manière. C'est ça, pour moi, Smart Privacy Consulting. Donc, c'est que l'offre de service, c'est vraiment, elle englobe la totalité. Et on commence par un audit, par un simple audit, puisque de toute manière, c'est simple. On ne peut pas connaître son patrimoine, on ne peut pas savoir comment on peut exploiter ces données de manière conforme et sécurisée si on ne connaît pas ces données, si on ne connaît pas ses clients. Donc, et ensuite, c'est tout ce qui va autour, avec la mise en conformité des contrats et tout. Alors, je dirais que le plus que nous pouvons proposer au sein de Smart, c'est quelque part mon expérience internationale, puisque j'ai travaillé sur le sujet, que ce soit en Espagne, avec l'Allemagne, avec la Suisse, avec les États-Unis, le Mexique, le Brésil, ce qui fait que je connais quand même quelques lois. Et de plus en plus, chez Smart, on a des avocats, des juristes qui sont spécialisés dans les lois du Moyen-Orient, par exemple, dans les lois en Afrique, etc., etc. Donc, ce qui fait que c'est aussi une perspective internationale dans laquelle on peut vous aider au niveau international, au niveau des transferts de données. Actuellement, le grand problème en France, c'est je ne peux pas mettre Google Analytics parce que Google envoie les données aux États-Unis et que c'est illégal. Donc, il y a toute cette partie transfert de données aussi où on peut vous aider. Donc, effectivement, l'offre complète, je viens de la décliner et je reste à votre écoute avec les personnes qui m'ont rejoint récemment chez Smart. Merci. Merci, Patricia. C'était un sujet très, très intéressant. J'ai appris des choses. Je me suis rappelé des choses. Je me suis rappelé ces mails que mes collègues ouvraient
Et tu as envie de dire non. Et non, c'est trop tard. Absolument. Ouais. Après, c'est vrai que dans la finance, il y a un système qui est très simple. Il y a moins de prévention, il y a plus de répression. Donc, on n'a plus accès à plein de choses. Donc, c'est dommage, mais c'est bien. Ce qui est hyper intéressant, et juste par rapport, pour faire un petit focus avec ce que tu as dit, c'est très impressionnant par rapport au nombre que tu donnais, 45% des PME. Ouais, c'est énorme. Quand on sait qu'à un moment donné, c'est celles qui sont les plus rapidement épinglées par la CNIL, où on vous dit mettez-vous en conformité, parce que très clairement, je ne me rappelle pas avoir vu des très gros groupes multinationaux se faire épingler aussi fort. Donc c'est quand même assez dommage. Donc aller dans la prévention plutôt que de se retrouver sur le tableau, voilà, sur le banc des accusés, c'est quand même mieux. C'est l'esprit du RGPD, en fait. Avant le RGPD, tout était a posteriori. Ouais. C'est-à-dire on commençait à chercher les solutions une fois que la violation de données avait eu lieu, une fois que les gens avaient vu leurs données dans les journaux, dans le web, tout ça, on commençait à chercher les solutions. L'esprit du RGPD, c'est le a priori, c'est le privacy by design. Et il y a aussi, moi je dirais privacy and security by design. C'est vraiment la sécurité et le respect de la vie privée du début jusqu'à la fin de la chaîne. C'est prévenir vaut mieux que guérir. Oui. Pourquoi? Parce qu'en prévenant, en chiffrant ces données au départ, en chiffrant les transferts, en parlant, en faisant des sensibilisations, puisque quand je disais effectivement le mot de passe le plus utilisé, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est quand même incroyable. Inquiétant. C'est inquiétant. Dire impressionnant. Non, c'est inquiétant. Donc, ce qui fait que... Mais c'est parce que les gens, ils disent « Ah, mais ça n'arrivera pas. » Ouais, c'est ça. On se croit toujours à l'abri jusqu'à ce que ça... Jusqu'à ce que ça arrive. Et il y a des pertes millionnaires pour les entreprises. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça touche aussi au comportement personnel qu'on peut avoir à un moment donné aussi dans son usage personnel de protection. Puisqu'en fait, qu'on soit en entreprise ou à titre perso, les hameçonnages, comme tu disais, amorçage et tout ça, c'est souvent aussi les mêmes personnes qui parfois cliquent sur leur mail perso, sur ces mails où on leur dit un mail de sa banque, tiens, reconnectez-vous, etc. Et c'est pas bon. Ouais. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui est le phishing par SMS. Oui, c'est quelque chose qui existe depuis à peu près 2 ans, mais qui va increscendo. Ouais. Et là, la semaine dernière, il y a une personne, un retraité, 65 ans, en province, qui a reçu un SMS pour la carte vitale, avec effectivement le nom de sa chargée de clientèle à la banque, etc., en l'invitant à rentrer des données, espace, etc. Ouais. Elle a été amenée dans un faux site de la banque et son compte a été complètement vidé. Oh. Donc aujourd'hui, ce n'est plus que sur Internet, sur le laptop. C'est aussi tout ce qui est SMS. Du coup, il y a une question, et c'est top, merci beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, il en va finalement de la responsabilité de chacun aussi d'intégrer cette partie-là dans la construction de sa solution informatique, outil, pour pouvoir la développer correctement. Alors moi, j'ai juste une question toute bête. En France, on autorise les clés de cryptage supérieures à 128 et 512 maximum, qui est cassable en une journée. On est d'accord? Quand est-ce qu'on aura l'autorisation au niveau des entreprises de crypter au-dessus de 512? C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, la solution qui est proposée, c'est de faire un cryptage avec une double clé, en fait. Une double clé de cryptage, 512 plus autre chose, etc. Et je dirais que quand on parle du cryptage de données, il y a aussi la problématique du transfert des données. Puisque quand on parle de transfert, ce n'est pas seulement je vais envoyer un mail à l'extérieur. Quand on parlait tout à l'heure de cloud, AWS, Microsoft, qui sont très très bien, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais beaucoup plus confiance à Microsoft ou à AWS parce qu'ils ont des protocoles de sécurité et aussi des protocoles qui font que lorsque le gouvernement états-unien leur demande la clé de cryptage, ils ne la donnent pas. Mais il y a aussi tout ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai qu'en France, malheureusement, je dirais que c'est un peu le discours que j'ai entendu au premier symposium international de privacy, intelligence artificielle et cybersécurité à Venise. Malheureusement, en France, la partie administrative essaye de mettre des bâtons dans les roues, en fait.
C'est vraiment dommage. Aujourd'hui, je dirais, dans tous les grands projets au niveau de l'Union européenne, ils sont drivés par 3 pays. L'Espagne, l'Allemagne, l'Italie. La France, elle est sur un seul projet. Tous les autres, tout ce qui est fintech, tout ce qui est la nouveauté, l'innovation, ce sont ces 3 pays-là qui le drivent. Et avant, UK aussi. Merci. Ah, une question ou une dernière question? C'est ça? Alors, attends. Alors, je la pose pour quelqu'un qui m'a demandé, effectivement, on nous demande de faire beaucoup d'efforts et on fait des efforts avec notre ordinateur, mais qu'en est-il par SMS? Comment on peut se protéger? Parce que c'est vrai qu'un SMS, c'est bateau, on ouvre, et puis quand c'est ouvert, c'est trop tard. Est-ce qu'il y a des logiciels, des applications qui nous permettent d'anticiper ce genre de... Alors, moi, j'en ai une que j'utilise depuis très longtemps, qui est une petite application britannique, d'ailleurs, qui s'appelle Lookout. Et qui fait que lorsque je reçois un SMS, ça va le scanner aussi et ça va me dire si je dois l'ouvrir ou pas, s'il y a une possibilité de phishing ou autre. Et en plus, si jamais il y a quelque chose qui rentrerait au fait, qui ferait que je serais attaquée, ça m'envoie le rapport, ça me fait absolument tout. Ça m'envoie aussi un mail après en me disant voilà, votre téléphone a été attaqué à telle heure, à tel endroit, voici l'adresse IP, voici tout ce qui s'est passé, et on peut vous l'envoyer pour le rapport de police.